L'alerte concernant la Côte d'Ivoire vise un certain monsieur Adama Bictogo, connu sous le pseudonyme du Bochoman, en raison de sa forme serpentine et de son postérieur comiquement rebondi. Adama Bictogo, qui est assis sur le tabouret de président de l'Assemblée nationale, que dis-je, président de la Tremblée nationale de Côte d'Ivoire, depuis la mort de son prédécesseur Amadou Soumaoro, Adama Bictogo est dans de sales draps actuellement en Côte d'Ivoire. Et je voulais tirer la sonnette d'alarme sur le fait que, à l'approche de chaque année électorale, Alassane Dramane Ouattara a besoin de procéder à des sacrifices d'êtres humains. Et il semble que dans la liste de ces sacrifices, il ait décidé d'inscrire son soi-disant président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, alias le Bochoman. Mon attention a été attirée par un reportage fait ces dernières heures par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. L'inénarrable, l'incomparable Chris Yapi, qui a levé un coin de voile sur l'échafaud, la corde qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de savonner pour qu'elle glisse parfaitement au cou de Bictogo. Oui, bientôt, pendront au-dessus du sol du Burné les pieds flottants de Bictogo, dont Alassane Ouattara prépare la potence. Alassane Ouattara est en train de préparer le Golgotha de Bictogo. Alassane Dramane Ouattara, à l'approche de chaque année électorale, a besoin de faire de grands sacrifices humains pour impressionner les Ivoiriens. Il les tue soit par milliers, soit par centaines, soit par dizaines, et il élimine quelques-uns, eh bien, des Ivoiriens ou quelques-unes des personnalités politiques ivoiriennes les plus en vue. C'est le grand rituel de sorcellerie politique dont Alassane Ouattara a besoin pour non seulement s'illusionner de sa puissance, mais également pour effrayer et continuer à intimider les Ivoiriens qu'il braque et qu'il tient en otage. Oui, Alassane Dramane Ouattara est un sacrificateur d'hommes. Et quel est le critère que Ouattara Dramane a toujours retenu pour sacrifier un homme politique en Côte d'Ivoire? Le critère est le suivant. Il faut que cet homme politique ait rêvé, je dis bien rêvé, de lui succéder au pouvoir. Si vous voulez entrer dans la liste des sacrifiables de Ouattara, et que vous vivez en Côte d'Ivoire, et que vous avez une certaine visibilité politique, montrez-lui que vous voulez lui succéder à la présidence de la République. À partir de là, vous remplissez toutes les conditions pour aller dans 3 directions. Première direction qu'il vous propose tout de suite, la tombe. S'il ne parvient pas à vous envoyer dans cette direction, deuxième direction qu'il vous propose, la prison. S'il ne parvient pas à vous envoyer dans la tombe ni en prison, Ouattara vous propose une 3e direction, c'est l'exil. C'est un autocrate intraitable avec la question de son pouvoir, comme il le conçoit. Or, qu'est-ce qui arrive à Adama Bictogo? Qui est d'abord Adama Bictogo? Adama Bictogo, c'est un faux type qui a fini par croire qu'il était un type. Si je pouvais contracter la formule de la vie d'Adama Bictogo, je dirais que c'était un faux type qui a fini par croire qu'il était un grand type. Et donc Adama Bictogo a exactement le même problème que Ouattara. Un faux type qui finit par croire et par se convaincre qu'il est un grand type. Et vous ne pouvez pas comprendre Bictogo si vous ne comprenez pas Ouattara. Ouattara est un faux type, pourquoi? Alassane Dramane Ouattara est un faux type parce qu'il a renié ses origines. Il est faux déjà à l'origine. C'est-à-dire que la fausseté de Ouattara, c'est sa signature en politique. Il est entré en politique par le mensonge sur soi. Alassane Dramane Ouattara a honte d'aller faire le pèlerinage annuel sur la tombe de son père et de sa mère à Sendou, au Burkina Faso. Quelqu'un qui a honte de la tombe de son père et sa mère, c'est un faux type. Et c'est pour ça qu'il a 3 actes de naissance pour la même vie.
Ça a été révélé par le journal Afrique Éducation, ici à Paris. Il serait né tantôt à Ouagadougou, tantôt à Bobo Dioulasso ou Banfora, tantôt prétend-il à Dembokro. Le même individu. 3 actes de naissance dans la même vie. Donc c'est un faux type. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer. Il a renié son origine. Parce que c'était une condition pour lui pour passer pour celui qu'il n'est pas. Le pays, le pays qui a financé ses études primaires, ses études secondaires, le pays qui lui a payé une bourse universitaire pour aller faire des études supérieures aux États-Unis. Ce pays-là, il l'a renié. Il dit, je ne suis pas de là-bas. C'est ça Ouattara Draman. Vous pouvez lui donner tous les titres qu'il a occupés. J'ai été gouverneur de la banque ceci, j'ai été directeur général adjoint du FMI. J'ai gouverné plus de 200 pays. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. À la base de tout, Ouattara est un menteur. Monsieur le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Qui est monsieur Ouattara? Comment est-ce qu'on peut le résumer? Parce que je dis, c'est un faux type qui a cru avec le temps qu'il était un grand type. Les moutons. Les moutons sont en colère parce que je suis en train de reconstituer leur maître. Président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, rappelez-nous ce que nous n'avons pas compris tôt. Quand vous avez dit ça, on ne vous a pas écouté. Pourtant, c'était vrai. C'était vrai. Qui est ce monsieur Ouattara? Qui est ce monsieur Ouattara? Vraiment, il est important que vous nous rappeliez quelle est sa nature profonde. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est, essentiellement? Qu'est-ce qu'il est? On monte dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Ouais. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. C'est la description. Merci, Excellence. C'est propre. Le président Laurent Gbagbo possédait en fait la carte mentale, la carte vitale de Ouattara. Mais comme Alassane Ouattara avait piégé toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique avec l'affaire de l'ivoirité, on n'a pas écouté. Ouattara est un menteur. Et il ne marche qu'avec des grands menteurs. Si tu n'es pas un grand menteur, tu ne peux pas durer avec Ouattara. C'est pour ça qu'on l'a quitté. C'est pour ça que Guillaume Soro, un matin, a dit l'affaire de Ouattara, je ne suis plus dedans. Parce que le type est un menteur ontologique. C'est-à-dire que toute sa carrière politique est basée sur le mensonge. Il ment, il ment, il ment, il ment tout le temps. Big Togo remplit la même condition. Tous ceux qui durent avec Ouattara là, tous ceux qui n'ont pas rompu avec Ouattara là, c'est parce qu'ils lui ressemblent. Big Togo est un menteur. Gros menteur. D'abord, il n'assume pas le fait que, alors vous voyez, moi qui parle, moi je suis un Camerounais de naissance, de père et de mère. Et je ne renoncerai jamais à ma camerounité. Même si pour moi, ma véritable définition, c'est africain, comme citoyen. Ok? Bon. Big Togo, comme vous voyez, souffre du même problème que Ouattara. Big Togo est un fils de notre terre africaine du Burkina Faso. C'est un Burkinabé de père et de mère. Comme son Ouattara là, jamais il ne veut assumer. Ils ont renié notre terre. Notre belle terre africaine du Burkina là. Voilà, ce Big Togo là, c'est un menteur comme Ouattara. Attention, Alassane Ouattara est devenu ivoirien. Hein. Je ne lui conteste pas la nationalité ivoirienne. C'est pas un problème. Big Togo est devenu ivoirien. Je ne lui conteste pas non plus la nationalité ivoirienne. Hein. Mais ils sont burkinabés. C'est des voltaïques de naissance. Et quand vous avez dans un pays des gens qui renient leurs origines, méfiez-vous de leur confier des responsabilités politiques. On ne doit pas confier des responsabilités politiques à un menteur. Parce que, puisqu'il a menti, pour paraître ce qu'il n'est pas, il continuera à mentir
pour obtenir ce qu'ils ne méritent pas. Quel que soit le pays africain, si vous savez qu'un homme ou une femme politique sont des menteurs, s'il vous plaît, ne leur laissez pas l'accès au pouvoir. Ne les laissez pas prendre le pouvoir. Big Togo et Ouattara, là, photocopie, des menteurs. Big Togo est un menteur. Gros menteur. Première qualité. Commune. Premier défaut commun aux deux individus. Deuxième élément commun, Alassane Dramane Ouattara a constitué sa fortune en escroquant l'État de Côte d'Ivoire. C'est un escroc. C'est un voleur. Ouattara que vous voyez là. Et je vais vous expliquer comment il a volé pour constituer sa fortune. L'argent qu'il a gagné comme fonctionnaire du FMI ou de la Banque mondiale, là, cet argent ne peut pas justifier sa fortune actuelle. Aucun fonctionnaire du FMI, de la Banque mondiale ou gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne peut avoir la fortune que Ouattara a. La fortune que Ouattara a, c'est une escroquerie, c'est un détournement des fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Ce détournement de fonds de l'État de Côte d'Ivoire a eu lieu en 3 phases. 3 phases. La fortune de Ouattara, elle a été constituée en 3 phases. Il y a une première phase qui est constituée grâce à sa femme actuelle. Parce qu'Alassane Ouattara était marié à une américano-jamaïcaine, la mère de ses 2 enfants, de ses 2 premiers enfants. Une américano-jamaïcaine, d'accord? Mais à la fin des années 80, Madame Dominique Folorou, née Nouvian, qui était venue comme épouse d'un professeur de français, un coopérant, qui est mort en Côte d'Ivoire, suicidé, selon les informations qui nous parviennent. Cette femme s'est incrustée dans la classe politique ivoirienne et grâce à ses charmes, elle a commencé à accéder à tous les niveaux de décision. Voilà comment elle est devenue une des concubines du président Houphouët-Boigny, qu'il appelait sa blanche colombe. Et voilà comment cette femme s'est mise à gérer le patrimoine immobilier de la famille Houphouët-Boigny, lequel patrimoine était en partie confondu avec celui de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà d'où vient la fortune numéro 1 de Ouattara. La fortune de Dominique, c'est l'argent d'Houphouët-Boigny et c'est l'immobilier de la Côte d'Ivoire. Je vous parle d'affaires qui sont encore en cours à Paris. Hein. J'espère que vous savez que cette fortune est au cœur d'une succession d'affaires judiciaires infinies. Dominique Nouvian Folorou n'avait rien quand elle arrivait en Côte d'Ivoire. À la fin des années 80, elle avait déjà presque tout, puisqu'elle avait mis la main sur le magot d'Houphouët-Boigny et qu'elle était désormais avec sa compagnie Haïti à la tête d'une fortune imméritée, extraite de l'État ivoirien. Je vous dis qu'il y a des affaires qui sont en cours au tribunal ici. Elle est poursuivie pour toutes ces affaires-là. Et c'est pour ça que depuis le temps que nous disons cela, il n'y a pas une plainte en diffamation. Parce que si vous faites une plainte en diffamation contre le docteur des preuves, vous serez donc obligé de justifier l'usage que vous avez fait de la fortune de la Côte d'Ivoire et de la fortune de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez pourquoi ils ne portent pas plainte? Sinon, ils ont des avocats à Paris. Hein. Mattei, dans son livre L'imposture, les Ouattara, une imposture ivoirienne, a entièrement détaillé cette affaire. Il faut lire le livre du journaliste Mattei. Vous comprenez? Voilà la première source du vol des Ouattara. Prenons Big Togo, puisque je vous parle de Big Togo. Big Togo est un voleur. Lui, sur quoi Big Togo a-t-il constitué sa fortune? Mais sur les détournements des marchés publics, sur des marchés de gré à gré, qui lui ont été accordés régulièrement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, sous la couverture d'Alassane Ouattara. Big Togo, que vous voyez là, l'argent qu'il a, il a obtenu par le vol des marchés publics, par les détournements, l'obtention de marchés publics de gré à gré. Et l'une des plus grandes arnaques dont Big Togo a été responsable, c'est celle qui lui a permis d'avoir la fameuse société Snedaï. Cette société Snedaï-là avait été créée en bonne entente entre Big Togo et feu le ministre Désiré Tagro. Et vous commencez à comprendre pourquoi certains ont veillé à faire assassiner le pauvre monsieur Tagro. S'ils lui ont logé une balle dans la bouche pour qu'il meure, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il revendique ses parts dans la société qu'il a créée avec Big Togo. Il faut qu'il y ait des vérités qui soient connues.
Tagro Désiré n'est pas mort simplement parce qu'il ne s'est pas fait tuer là, parce qu'il était un lieutenant fidèle à Babou. Non! Il y a eu l'ordre de le tuer, lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas partager la société qu'il a créée avec lui. Quand vous fouillez les conditions de la naissance de Snedaï, et comment Snedaï s'est mis à gagner les marchés des cartes d'identité biométriques, des passeports biométriques au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, comment Big Togo s'est mis à prospérer, vous vous rendrez compte de la présidence du président Babou. C'est comme ça que Big Togo a commencé à prospérer avec Snedaï, et grâce à celui qui était alors le secrétaire général de la présidence, le ministre Désiré Tagro, père son âme. Big Togo est un voleur parce qu'il a constitué sa fortune sur le malheur des Ivoiriens. Jusqu'aujourd'hui, le scandale de la pollution de la lagune ébriée par le navire Trafigura. Big Togo s'est glissé dedans, il a récupéré les indemnisations des Ivoiriens, dont beaucoup sont morts, pollués par ces produits chimiques. Big Togo a volé l'argent qui a été payé pour indemniser, il a mis ça dans sa poche. C'est un voleur. Dans une Côte d'Ivoire normale, dès que la Côte d'Ivoire est normale, Big Togo est arrêté, il est menotté des pieds, il est menotté des mains, il est menotté du cou, des oreilles, du nez, des lèvres, des os. C'est un voleur. Big Togo est un voleur. Et Ouattara le sait. C'est pour ça que Ouattara l'a recruté. Parce que Ouattara est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Parce que Alassane Ouattara, il te recrute quand tu remplis certains critères. 1, tu es un menteur. Ça, c'est bien. Ouattara te recrute. 2, tu es un voleur. Comme lui, il te recrute. Ouattara, sa deuxième forme d'accumulation, ce sont les privatisations des années 90. Les privatisations quand Ouattara était Premier ministre. Il a vendu des pans entiers de l'économie ivoirienne qui étaient très fonctionnels à ses amis étrangers, puis il a récupéré sa part par rétrocommission. Voilà comment, quand on fouillera un jour dans les avoirs de Ouattara, on trouvera dans les paradis fiscaux, dans les comptes bancaires en Europe, en France, partout à gauche, à droite, en Suisse, l'argent ivoirien. Il a bradé l'économie ivoirienne à ses amis internationaux pour récupérer les rétrocommissions. Ça, c'est la deuxième phase d'accumulation de Ouattara. Ouattara est Premier ministre. Entre 1989 et 1993, il s'en met plein les fouilles. D'accord? Donc, comme Big Togo, comme Ouattara, ce sont des voleurs. Et je n'utilise pas ici un mot, ce n'est pas une insulte. Ce sont des voleurs. La troisième phase d'accumulation massive d'argent de Ouattara. Et c'est comme ça qu'on... De Ouattara, hein? Président, vous vouliez dire quoi? Président Babou, je vous redonne la parole. Vous disiez quoi? Ouais. Attendez. Si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Excusez-moi. Mais Alassane Ouattara était menteur. Oui, oui, c'est vrai. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Oui, président. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Ouais. C'est parce qu'il est menteur. Tout à fait. Qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Non, le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Merci, président, merci. Je vous interromps. Il faut que vous voyez qu'il est menteur comme Ouattara, Big Togo, et il est voleur comme lui. Ouattara, il a volé 3 grandes fois. Et la 3e fois est en cours. Première grande fois, à travers celle qui devait devenir sa femme. Ils ont accumulé l'argent à travers la fortune du Houphouët-Boigny et de l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième grande fois, quand il était Premier ministre, les privatisations et les rétrocommissions des privatisations. On retrouvera les traces de tout ça quand il va tomber. Ouattara Draman. Troisième grande fois, depuis que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, d'abord, il s'est offert le budget de souveraineté le plus énorme qu'un chef d'État ivoirien se soit offert. Aujourd'hui, là, c'est 400 milliards. 400 milliards de francs CFA par an de fonds de souveraineté. On parlait de 342 milliards il y a 5 ans. Chaque année, Ouattara, il récupère un magot de 342 à 400 milliards. Il pose ça à côté. Et il dit, ça là, je dépense ça sans rendre compte à qui que ce soit. Ça, c'est typiquement un voleur. Aucun président ivoirien, ni Houphouët-Boigny, ni Henri Konan Bédié, ni Guy Robert, ni Laurent Gbagbo, aucun président ivoirien ne s'est aussi largement servi. Et puis, vous voyez comment il s'est installé dans l'appareil d'État avec sa famille. Regardez toutes les régies financières, les régies du cacao, les régies du café. Regardez comment il contrôle le pétrole en famille.
Regardez comment il contrôle le port en famille. Regardez comment il contrôle l'appareil de sécurité en famille. Tout ça là, ce sont des pratiques de vol. C'est le conflit d'intérêts. Alassane Ouattara est un voleur. Et il faut le dire à nos frères et sœurs du RHDP, il n'y a pas d'autre mot en français pour désigner quelqu'un qui fait ça. C'est un voleur. Et quand il perdra le pouvoir, Alassane Ouattara, il sera facile de le poursuivre, s'il est vivant, de l'arrêter, de le menotter, de l'attacher, parce que les motifs ne manqueront pas pour le juger. Alassane Ouattara est un voleur. Ce n'est pas parce qu'il lance un mandat d'arrêt international contre moi que je le dis. Mais c'est parce que je l'ai dit qu'il lance un mandat d'arrêt international contre moi. Vous comprenez? Parce que je fais partie de ceux qui nomment le mal ivoirien. Big Togo est un voleur comme son patron. Les sociétés que Big Togo a créées, il les a créées en bénéficiant de la clémence des dirigeants politiques. Il les a créées en bénéficiant de la couverture des marchés de gré à gré de Ouattara. Et il est allé voler jusqu'au Sénégal. Est-ce que vous savez que Big Togo a transporté son vol jusqu'au Sénégal, où il a bénéficié de la couverture de Macky Sall? Big Togo a volé 30 milliards de francs CFA. Il avait gagné le marché de la construction de l'université d'Amnadio au Sénégal. Il n'a pas réalisé le marché, il a détourné l'argent. Alassane Ouattara et Macky Sall l'ont couvert. Il a volé 30 milliards à l'État sénégalais. Big Togo que vous voyez là. Si le Sénégal était gouverné par des panafricanistes, normalement ils doivent lancer un mandat d'arrêt international contre Big Togo. Si Diomaye et Sonko étaient authentiquement panafricanistes, actuellement il y aurait un mandat d'arrêt international contre Adama Big Togo pour détournement des fonds publics sénégalais dans le cadre de la construction de l'université d'Amnadio. Ça, j'envoie ça à mes frères et sœurs sénégalais, les pastéfiens, qui pensent que c'est le panafricanisme qui est vraiment arrivé au pouvoir à Dakar, alors que nous voyons le contraire. Ça, c'est simple. Les juges sénégalais ont établi le détournement des fonds publics sénégalais par Big Togo. Macky Sall a bloqué les poursuites à la demande de Ouattara. Ce qui laisse penser que si Macky Sall a protégé Big Togo à la demande de Ouattara, ça veut dire que les 30 milliards, ils ont volé ça ensemble. Oui ou non? C'est une déduction facile. À partir du moment où le juge établit que Big Togo a volé l'argent public sénégalais, que l'exécutif sénégalais empêche le juge d'aller au bout de ses poursuites, parce que l'exécutif ivoirien l'a demandé à l'exécutif sénégalais, on voit très bien que ce sont des voleurs en bande, des voleurs en association. Ce sont des voleurs en bande, des voleurs en association. Ouattara, Macky Sall et puis Big Togo. Il faut que vous sachiez que c'est un voleur. Et Big Togo a quelque chose de plus qui le rapproche de Ouattara. C'est un fraudeur, la fraude. Je fais partie de ceux qui ont attrapé Big Togo la main dans le sac. La main dans le sac. Il prétend, dans sa bibliographie publiée pendant plus de 10 ans sur les réseaux sociaux, qu'il a obtenu le bac B, mention économie appliquée, au lycée professionnel d'Abbeville dans les années 80. Or, ce lycée n'existait pas. Et moi, ça tombe mal pour Big Togo. Je suis un ancien étudiant et ancien enseignant ivoirien. J'ai étudié là en Côte d'Ivoire 5 ans. J'ai enseigné en même temps en lycée et collège pendant 5 ans. Donc je connais non seulement le système universitaire, mais le système scolaire. J'étais même sous-directeur des études de lycée. J'ai enseigné en lycée public, j'ai enseigné en lycée privé et j'ai 2 diplômes de l'université ivoirienne. La maîtrise d'enseignement et le diplôme d'études approfondies de philosophie de l'université de Côte d'Ivoire. Donc moi, l'université de Côte d'Ivoire, c'est ma maison. J'y suis revenu plusieurs fois comme encadreur de thèse. D'accord? Donc Adama Big Togo dit qu'il a eu le bac B au lycée professionnel d'Abbeville. Ce lycée n'existait pas. Abbeville, je connais Abbeville. Ça, c'est le pays de mes beaux Akans. Quand j'habitais à Sekensi, dans le cadre des jurys du bac, on allait à Dabou, on allait à Abbeville. Je connais tout le coin. Donc, il ne m'a pas été difficile. En une seule émission sur les réseaux sociaux, j'ai appelé à des témoignages. Et les gens ont dit, ça là, ça n'a jamais existé ici. Vous savez ce que Big Togo a fait? Il est allé effacer son site. Il a retiré son site adamabigtogo.org.ci des réseaux sociaux. Et puis, il est sorti à la télé pour dire que maintenant, il a eu son bac à Créteil et que son bac est là-bas à l'Académie de Créteil. Depuis quand quelqu'un qui a eu son bac n'est pas chez lui à la maison. Moi, mon bac, il est là. Il est dans mes affaires, là. Je peux le sortir et vous montrer. Big Togo dit que son bac
Maintenant, il a changé de version. Hein. Il dit que son bac se trouve à l'Académie de Créteil. Ça est là-bas. Celui qui veut voir ça, il n'a qu'à aller à l'Académie de Créteil. Oh, vous savez ce que c'est qu'une académie? C'est une région du système de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire et primaire en France. C'est une région qui comprend plusieurs villes, plusieurs universités. C'est une région qui comprend plusieurs lycées, plusieurs collèges, plusieurs écoles primaires et plusieurs écoles maternelles. C'est ça une académie. C'est vaste. Donc quand quelqu'un te dit « j'ai eu mon bac dans l'académie de Créteil », jamais tu ne peux savoir où il l'a eu. Nous, on a consulté les listes. Adama Bictogo, il est inconnu. Oh, il a eu un master à l'Institut supérieur de gestion. Ça n'existe pas. Donc, c'est un fraudeur, c'est un faux type. Normalement, rien que pour cela, il ne devrait pas être député de Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir du moment où on montre que le monsieur a déposé un CV faux, il ne mérite pas d'être député de la nation. C'est un menteur, c'est un fraudeur. C'est ça Big Togo et c'est ça Ouattara Draman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alassane Draman Ouattara commence par donner l'impression en 2020 qu'il veut céder le pouvoir à Amadou Gon Coulibaly. Il le désigne Urbi et Orbi comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle 2020. Ça se passe en mars 2020. Mais Alassane Ouattara sait que l'état de santé d'Amadou Gon n'est pas bon. Et il sait que s'il met la pression sur Amadou Gon va faire une rechute. Parce qu'Amadou Gon, qui était un opéré cardiaque, était quelqu'un qui ne devait pas avoir un train de vie surchargé, déprimant et stressant. En désignant Amadou Gon, Alassane Ouattara a accéléré le rythme cardiaque du monsieur et a provoqué sa crise cardiaque. D'abord, il avait chargé comme Premier ministre un cardiaque comme l'était le Premier ministre Amadou Gon. Paix à son âme. Il ne méritait pas d'être Premier ministre. Ce n'est pas un poste pour quelqu'un qui a cette pathologie. Qui plus est, plus de 10 ans après sa première opération à cœur ouvert. Mais le monsieur s'efforçait de tenir le poste de Premier ministre du mieux qu'il pouvait. Tu ajoutes dessus qu'il est candidat. Ça lui met une pression du tonnerre. Le type fait une rechute totale. On l'amène à Paris ici. On le terrabistouille. On le rafistole. On l'opère à cœur ouvert. On répare ses valves. On réinstalle des stents. On réinstalle des valvules. On bricole. Amadou Gon échappe à la mort. Selon tous les spécialistes de la chirurgie cardiaque, l'opération qu'a subie le Premier ministre Amadou Gon ici à Paris devait être suivie d'une convalescence d'au moins 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an après cette opération, il n'avait pas vocation à avoir une activité professionnelle intense. Alassane Ouattara l'a fait sortir de gré ou de force, alors que le type devait être en convalescence. Il l'a ramené fin juin, début juillet. Il l'a ramené de force à Abidjan. Il dit, non, tu dois battre campagne, Amadou. Hein. On n'a pas le temps à perdre, hein, tu reviens. Amadou Gon est venu mourir dans les bras de Ouattara. Ce qui était l'effet recherché. Quand tu sors un convalescent d'une opération à cœur ouvert de l'hôpital américain de Paris, tu le ramènes à Abidjan et tu l'envoies travailler comme Premier ministre. Tu l'envoies courir comme candidat. Tu l'envoies travailler nuit et jour, réunir le gouvernement, gérer l'équipe de campagne. Tu veux le tuer. Un cardiaque récemment opéré, il y a moins de 2 mois, ne bat pas campagne. Amadou Gon vint. Et il commit d'ailleurs l'erreur quand il foula la terre bénie de Côte d'Ivoire, l'erreur de commencer par remercier Alassane Ouattara et sa femme au lieu de remercier Dieu Tout-Puissant, qui est le seul maître de notre souffle de vie. Ce jour-là, je proclamais ceci. Voyant Amadou Gon remercier Ouattara avant Dieu, remercier la femme de Ouattara avant Dieu, je dis ceci, Amadou Gon a confié sa vie à un mortel. Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. Si vous aimez le Premier ministre Amadou Gon, demandez-lui de démissionner de son poste de Premier ministre, demandez-lui de renoncer à la candidature à l'élection présidentielle, de rentrer se reposer à la maison, se consacrer à ses enfants et ses petits-enfants. Quand on sort d'une opération cardiaque comme celle-ci, on ne retourne pas à la primature travailler. On n'est surtout pas candidat à une campagne rude.
comme celle d'une élection présidentielle. J'ai donné des conférences en ce sens une semaine avant la mort du Premier ministre Amadou Gon. Je lui ai dit de renoncer, qu'il n'allait pas survivre, qu'Alassane Ouattara l'avait ramené pour le sacrifier, parce que Ouattara tenait à être candidat et il tenait à confisquer la Côte d'Ivoire. Quand je disais cela, une semaine avant la mort d'Amadou Gon, les moutons m'insultaient abondamment. Juraient qu'Amadou Gon pétait la forme, qu'on l'avait même vu en train de faire du footing. Qu'Amadou Gon était trépignant et bondissant. Oui, les moutons du RHDP me tombèrent dessus à bras raccourcis sur tous les réseaux. Salaud, Camerounais, va dans ton pays, jaloux. Notre candidat va bien, il n'y a rien, il va très bien même. D'ailleurs même, on l'a vu en train de faire boxe, il s'entraînait, il faisait la boxe. Astaghfirullah. Hein? Je vous dis attention à Alassane Ouattara. Pourquoi? Président Babo, pourquoi il faut faire attention à Alassane Ouattara? Vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Écoutez. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Très bien. Donc, en fait, le menteur Alassane Ouattara a attiré Amadou Gon. Amadou Gon est venu, il est mort dans les bras de Ouattara. Ouattara était content. Dès qu'Amadou Gon est tombé, le médecin légiste n'avait même pas encore certifié qu'Amadou Gon est mort. Ouattara a dit qu'il est candidat. C'est un cas de force majeure. Je me retrouve dans l'obligation, malgré moi, d'être candidat à l'élection présidentielle. Hein, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Mon candidat est mort. Donc au RHDP, il n'y avait personne, selon Ouattara, qui soit digne d'être candidat à l'élection présidentielle. Personne. Personne n'était digne d'être candidat. Ouattara ayant déjà fait 2 mandats, 2010-2015, 2015-2020, Ouattara a violé la Constitution, article 55 et article 183, pour être candidat, au motif qu'il avait un cas de force majeure, ce qui n'est prévu nulle part dans la Constitution. Il n'y a pas d'affaire de cas de force majeure dans la Constitution de 2016, ni dans celle de 2000. Si tu as un candidat et que ton candidat meurt avant l'élection, ton parti propose un autre candidat. Puisque toi, tu as déjà fait tes 2 mandats, tu n'as pas droit à un 3e mandat. Oh, Ouattara tenait à ce qu'Amadou Gon mourût pour que lui, Ouattara, utilisât l'émotion de la mort d'Amadou Gon pour tordre le cou et le bras au peuple ivoirien et à l'opinion internationale. Être candidat à une élection truquée qu'il organisera avec KKB, son faire-valoir, son valet, son chiffon, et en excluant les authentiques fils de la Côte d'Ivoire de la campagne. Les cadres du RHDP n'ont pas noté que si Alassane Ouattara s'était permis de sacrifier Amadou Gon pour être à tout prix candidat et confisquer le pouvoir d'État, ils n'ont pas noté que si ça avait été possible, cela voudrait dire qu'il ne faudrait plus jamais que dans le RHDP, quelqu'un lève encore la tête pour imaginer être candidat à la présidence de la République tant que Ouattara est vivant. Les plus distraits des cadres du RHDP n'ont pas compris ça. Ce fut le cas d'un certain Ahmed Bakayoko, alias Hambak. Oui, pensons à tous ces morts sacrifiés par Ouattara aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est la sauce dans laquelle Ouattara a mangé Amadou Gon Coulibaly. C'est dans la même sauce qu'il a mangé Hambak. Et c'est dans cette sauce qu'il se prépare à manger Adama Bictogo. C'est dans cette sauce qu'il a voulu manger le président Guillaume Soro. C'est la même sauce. Hein? Quand Amadou Gon est tombé, pap, Alassane Ouattara a sauté. Je suis candidat. Or, à l'intérieur du RHDP, il y a des gens qui disaient que mais comme le candidat qui a été choisi en mars est mort, ben nous sommes là. Daniel Kablan Duncan, déjà lui, il avait démissionné quand on ne l'a pas choisi. Parce qu'il pensait que le meilleur successeur possible d'Alassane Dramane Ouattara, ce serait lui. Je l'avais prévenu de ne pas jouer aux politiciens pantouflards, qu'il serait pris dans le piège de sa politique pantalonnière et flottante. Il a vu comment Alassane Ouattara l'a conduit. Les Marcel à Montano qui levaient la tête, ils ont vu comment Alassane Ouattara leur a donné des cocotas. Mais Amadou Gon
Étant mort, Ahmed Bakayoko, qui succède à Amadou Gon comme Premier ministre, s'est dit, mais c'est mon tour. Les clubs Hambak 2020 ont commencé à s'exciter. Ahmed Bakayoko a fait venir des communicants en Côte d'Ivoire pour lui donner le cadre dans lequel il pourrait courir vers la candidature. Qu'est-ce que cela a coûté à Ahmed Bakayoko? Un, il a été humilié par Alassane Ouattara, qui l'a obligé à soutenir sa candidature à contre-cœur en plein jour, de réunir tous les cadres du Ourodougou, et lui, Ahmed Bakayoko, de dire qu'il soutient la candidature d'Alassane Ouattara, alors qu'on voyait bien sur le visage d'Ahmed Bakayoko la frustration. Et Ahmed Bakayoko, à partir de cet instant, était inscrit sur le poteau de crucifixion. Il était inscrit dans le livre des sacrifices de la Ouattari. Et voilà comment, à sa première négligence, à sa première baisse de vigilance, il fut furieusement empoisonné et mourut d'un cancer fulgurant provoqué justement par cet empoisonnement fulgurant. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui ils ont refusé de faire l'autopsie de feu Ahmed Bakayoko, parce que dans ses entrailles se trouve la vérité sur les coupables de son crime. Oui, il est 6 pieds sous terre actuellement, Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Pourquoi est-il mort? Bon, il a été tué parce qu'il voulait succéder à Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire le sait. La famille d'Ahmed Bakayoko le sait. Même si sa famille ne peut pas dire ça. Parce que si elle dit ça, Ouattara va leur arracher tous les biens qu'Ahmed leur a laissés. Dont beaucoup sont tirés de l'État de Côte d'Ivoire. La famille ne peut pas parler. Parce que si elle parle, Ouattara continue les ravages. Oui! J'espère que vous avez remarqué. Hein. La famille d'Ahmed Bakayoko ne parle plus. Yeux voient, comme on dit à Abidjan, bouche parle plus. Ils savent de quoi Ahmed est mort. Je vous le dis, je vous en conjure aujourd'hui, 13 juillet 2024. Quand Alassane Ouattara tombera, la famille d'Ahmed Bakayoko retrouvera la parole. Ils parleront, comme disait Cicéron. Quid de te ali loquentur? Ipsi videant, sed loquentur tamen. Disait Cicéron. Ce que les autres diront de toi, c'est à eux de le savoir, mais de toute façon, ils parleront. Les membres de la famille d'Ahmed Bakayoko, quand ils sauront que l'épée de Damoclès de Ouattara n'est plus sur leur tête, là, ils vont sortir pour dire Alassane Draman Ouattara a sacrifié notre enfant. Je vous le promets, ce n'est plus dans très longtemps. La parole va se libérer à Séguéla. Les Hambakiens vont parler. Ils sont là, certains d'entre eux font comme s'ils sont encore des militants chauds du RHDP. Le cœur n'est plus dedans. Ceci me rappelle un souvenir que je réchauffe. Parce que j'ai envie de vous parler avec mon cœur. Ahmed Bakayoko m'avait approché, moi. Il m'appelait El Professeur, El Professeur. À l'époque où Ouattara l'utilisait pour traquer Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko m'approcha pour me demander d'organiser une réconciliation entre lui et son frère Guillaume Soro. Cette rencontre a eu lieu entre Ahmed Bakayoko et moi au petit salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan. Et j'ai un camarade vivant actuellement en Côte d'Ivoire qui est témoin de la rencontre. Il était là avec moi. Il était venu m'accueillir. Ahmed Bakayoko me trouve. Le professeur, vous savez, Ahmed Bakayoko était un homme d'un abord chaleureux. C'est un gars du quartier, Ahmed. Le professeur, c'est comment, Ahmed? Mais quand tu vis Abidjan, il faut venir à mon bureau. Oh, mais c'est pas possible. Mais le professeur, j'ai dit, hé, monsieur le ministre, pardon. Faut pas me demander de venir à ton bureau comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une vraie occasion, une vraie raison. Qu'est-ce que moi je vais venir faire à ton bureau? Je n'ai rien à te demander. Mais non! Tu entends ce que les gens racontent entre moi et Bogota, ça ne va pas. Toi, tu es notre frère. Tu es notre beau Camerounais. Quand ça ne va pas ici, c'est toi qui dois faire la médiation. Bon, je te demande vraiment, il faut aller voir Bogota. Tu dis que moi, Hambak, je suis disponible pour qu'on discute de ce qui ne va pas. S'il te plaît, organise ça. Je lui dis, Ahmed, tu es sérieux dans ce que tu dis là, ou bien ça, ce sont les propos d'aéroport, comme tu m'as vu, et que parfois tu es un monsieur d'ambiance. Il dit, non, je suis sérieux. Il m'amène dehors. Il me tire, il m'amène dehors. Il dit, non, vois le frère, vois Bogota. Il a quand même été mon patron. Vois-le, dis que je souhaite le rencontrer.
Parce qu'actuellement, c'est tendu entre nous. Sinon, ce sont les services, ce n'est pas moi qui envoie les services. Je dis, mais moi, j'ai lu les rapports que tes services ont écrits contre Guillaume Soro. Vous racontez qu'il possède 300 tonnes d'armes, qu'il veut renverser Ouattara, etc. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que vous avez les preuves? Ah, c'est pas moi, c'est les services, tu sais. Un grand prof, le professeur, tu sais, parfois les gens manipulent tes services, toi-même tu peux rien faire. Je dis non, Ahmed. Tes rapports arrivent sur la table d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara convoque le président Guillaume Soro pour lui dire que voilà ce qu'on te reproche. Et on demande donc les preuves. Toi, tu ne donnes jamais les preuves. Mais la table d'Alassane Ouattara est remplie de rapports accusant Guillaume Soro matin, midi et soir. Et c'est toi qui fais ça. Non, il faut organiser vraiment, non, je vais expliquer à Bogota, non, 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 tout ça là, tu sais, les gens exagèrent toujours. J'ai fait la médiation entre les deux. Ils se sont rencontrés dans un restaurant en zone 4 de Marcory, quelques semaines plus tard, grâce à ma médiation. Ils se sont parlé et Guillaume Soro, encore président de l'Assemblée nationale, prononça ces paroles prémonitoires à Ahmed Bakayoko. Ahmed, on t'utilise actuellement pour lutter contre moi. Peut-être que tu réussiras à me tuer, à me faire mettre en prison, ou peut-être que tu réussiras à me contraindre à partir en exil. Mais quand tout ceci arrivera, ceux qui t'utilisent contre moi vont rester te tuer. Toi, tu ne vas pas avoir ma chance. Moi, je serai peut-être vivant, en prison ou en exil. Mais toi, ils vont te tuer. Parce qu'ils te font croire qu'ils vont te donner le pouvoir si tu m'écartes à leur demande. Mais dès que tu auras fini, ils vont t'éliminer. Donc, je te demande d'être très prudent. Ce n'est pas pour moi. Moi, ma vie appartient à Dieu. Mais toi, sois prudent parce que quand toi, tu veux enlever la vie de ton frère, parce que quelqu'un t'a envoyé, c'est ta vie qui reste souvent dedans. Parole de Guillaume Kibafori Soro. On est autour des années 2016, 2017. 2015, 2016, 2017. C'est dans cette période-là que ça se fait. Où est Ahmed Bakayoko? Quand il a montré qu'il rêvait d'être candidat à la présidence pour le compte du RHDP, son nom a été inscrit dans le livre du Golgotha de Ouattara, le livre noir. Mais il va me sentir celui-là. Mais ce Hambak, mon fils Hambak, vous avez vu comment Ouattara l'a enterré? En simulant une douleur complètement imaginaire. Il a porté des lunettes noires, habits noirs. Il était comme ça. Il a étalé ses bras à gauche et à droite. C'était un vrai spectacle. Tout le monde sait qu'Ahmed Bakayoko est mort sur la route du pouvoir. Et je vous le conjure, je vous en conjure. Quand Ouattara ne sera plus président, ce sont même... C'est-à-dire que la famille d'Ahmed va sortir sur RTI pour dire à Alassane Ouattara là, si notre père n'est pas vivant, c'est lui. Et vous vous souviendrez que je vous ai prévenu. La famille d'Ahmed, pour le moment, ils ont des raisons légitimes de ne pas parler. S'ils parlent, ils perdent tout. S'ils parlent, si quelqu'un Kouman là, c'est terminé. Ouattara arrache tout. Vous connaissez Ouattara, non? C'est un sauvage. Si tu parles alors que tu es sous sa main, il t'arrache tout. Bon. Ahmed est parti comme ça. Mais entre-temps, il y a Big Togo qui commençait à s'exciter avec l'affaire du tabouret. Je me souviendrai toujours des épisodes 2018-2019. Le tabouret. Soit tu adhères au RHDP, soit tu libères le tabouret. Ça, c'est Big Togo. Il était chaud. Et vous savez pourquoi il était chaud? D'abord, il était chaud. Il pensait que Amadou Gon serait président. Lui, il serait peut-être Premier ministre, puisqu'il estimait qu'il était le bon petit d'Amadou Gon. Amadou Gon tombe. Ahmed tombe. Lui, Big Togo monte. Il sent qu'il est en train de monter. Amadou Soumaoro prend la tête de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro aussi, il tombe. Parce qu'autour de Ouattara, là, c'est une hécatombe. Alassane Ouattara, c'est un psychopompe, c'est un esprit de mort. Tout ce qui l'approche, il tombe les uns après les autres. Alassane est seul. Aujourd'hui, il est seul. Qui reste de cette équipée? Amadou Gon est mort. Big Togo, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko est mort.
l'équipe. Mamadou Koné, le juge de la Cour suprême qui a truqué l'élection et exclu les Ivoiriens, il est mort. Qui reste de cette équipe? Autour de Ouattara règne la mort. Le ministre Diakité qui devait s'occuper des élections, mort. Autour d'Alassane Draman Ouattara, il y a un cimetière rampant, rampant. Donc Big Togo se dit, il n'y a plus Amadou Gon, il n'y a plus Ahmed Bakayoko. Guillaume Soro a été contraint à l'exil. Mais après Ouattara, qui doit succéder? Big Togo se met à penser que lui, il peut. Or, Alassane Ouattara est là avec son âme damnée, son père alias Rafi. Ils sont là dans l'intention d'installer une dynastie, la dynastie de la Ouattari, à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, dès que Big Togo a commencé à se comporter comme si lui, il peut succéder à Ouattara. Quand il a commencé à faire ses discours en bougeant ses bras là, comme des drapeaux qui flottent dans le vent, ses discours avec la voix tremblotante, quand il a commencé à vouloir se positionner comme le grand orateur du RHDP, Alassane Ouattara l'a regardé. Mais, Dominique, Monsieur Big Togo, il parle quand on fait meeting, il parle mieux que moi. Pourquoi il veut faire des discours qui sont plus beaux que le mien? Avec des trémolos dans sa voix. Oui, chou. J'ai l'impression que Big Togo, il s'y voit. Hein? Il s'y voit. Mais, tu as vu le discours qu'il a fait à la mort d'Amadogo? Est-ce que tu as vu comment il était dans l'emphase? On dirait il est Martin Luther King. Alors que moi, je suis assis, je ne peux même pas faire un joli discours comme ça. Tu as vu comment il soulevait ses papiers là, comme ça? Et puis il disait, Amadou, où es-tu? Amadou, où es-tu? Il m'a fait peur d'ailleurs à un moment donné parce que j'ai cru voir Amadou. Dominique, tu as remarqué comment Big Togo parle avec émotion? Parce qu'il veut ravir le cœur du RHDP. Chou, je te dis que ce gars-là, il va nous faire un bébé dans le dos. Hein. Depuis que Amadou Gon est mort, Ahmed Bakayoko est mort, Mamadou Koné sont morts, depuis que nous caracolons sur le sommet de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est le problème. Hein. Oui, chou. Hein. Mais, Dominique, on va mener une enquête. Tu sais, il traîne des casseroles. Hein. C'est le roi des casseroles. D'ailleurs, je lui en ai fait traîner quelques-unes moi-même. J'ai couvert plusieurs de ses vols. Puisque Big Togo a affiché ses ambitions présidentielles, on a décidé de fouiller dans littéralement son derrière, de fouiller dans son bocho et d'y trouver des excréments politiques, des scandales à volonté. Les boulettes de Big Togo ont été trouvées dans son bocho. Alassane Ouattara a décidé de mener une simple petite enquête. Faites-moi confiance sur les sociétés de Big Togo. Comment il a accumulé de la fortune avec Snedaï? Comment il a gagné les marchés? Pourtant, c'est Ouattara qui lui donnait. Alors qu'Alassane Ouattara, il te donne la banane. Il te donne la banane, mais il enlève la peau. Il garde la peau. Pendant que tu es en train de manger la banane, il place la peau sur ton chemin. Il sait que tu vas marcher là-bas à un moment donné. Tu sais de quel côté il place la peau de la banane qu'il t'a donnée? Tout chemin qui mène vers son pouvoir, il dépose la peau des bananes qu'il t'a donné dessus. Il te fait voler. Il te donne un marché frauduleux. Tu prends. Il dit, ok, ça c'est bien. Gardez les preuves. Quand il voudrait s'intéresser à mon pouvoir, on va utiliser... Qui lui a appris ça? Qui a appris cette méthode à Ouattara? Faire de tout ce qui l'entoure des corrompus, de telle façon qu'il ait sur eux des dossiers pour pouvoir les enfoncer le moment venu. Qui a appris cette méthode à Ouattara? Mais c'est la méthode de tous les grands dictateurs africains. Monsieur Biya. Monsieur Biya. Mais c'est ma méthode. Je savais que tu allais me citer dans ce direct. Alors que tu n'as même pas encore commencé à aborder le Cameroun. Tu dis que quand je vais détruire un de mes proches compagnons, je sors les dossiers de la corruption que j'ai moi-même organisé avec lui. Très bien, monsieur Biya. Ça, c'est la méthode des grands dictateurs africains. Quand ils veulent détruire leurs compagnons, ils sortent tous les dossiers de corruption dans lesquels ils ont eux-mêmes mouillé leurs compagnons. Ils te nomment sur un poste et ils te disent de voler. Quand tu voles, ils gardent les preuves. Les preuves, là, c'est les peaux de banane. Il dit, mange la banane. Pendant que tu manges la banane, il garde la peau. Et il installe la peau sur la route de son pouvoir. Le jour où tu vas marcher vers la route de son pouvoir, tu marches sur tes peaux de banane toi-même. Ça, c'est la méthode de Biya. Paul Biya est très fort. La lutte anticorruption au Cameroun est un moyen extraordinaire pour écraser ses rivaux internes. Il les nomme, il les laisse voler,
il leur fait voler et il garde les preuves. Avec les preuves là, il fait des pots de banane qui protègent son pouvoir. Toute personne de son régime qui veut le pouvoir va marcher sur les pots de banane des traces de son vol, que lui-même Paul Biya a organisé, pour que cette personne soit piégée. Alassane Ouattara a beaucoup appris de son doyen. En effet, tu as raison. Mais, le doyen Popol m'a tout appris. C'est ce qu'il a fait à Big Togo. Toutes les sociétés de Big Togo qui ont mangé des milliards en Côte d'Ivoire ces dernières années, c'est avec la bénédiction des Ouattara. Mais les Ouattara ont gardé les preuves de tous ces vols. Et quand Big Togo a commencé à montrer qu'il s'intéresse au pouvoir, ils ont sorti toutes ces preuves et ils sont en train de donner une après l'autre à des juges accroupis. La famille de Big Togo est au tribunal. Et qui dit la famille de Big Togo dit Adama Big Togo lui-même. Big Togo est à la porte de la prison. Il est à la porte de l'exil. Il est à la porte de la mort donnée par Ouattara. Je recommence. Adama Big Togo que vous voyez là, avec son derrière rebondi, son bocho rempli de boulettes financières et de scandales. Ce monsieur que vous voyez là, il est à la porte des 3 directions préférées des rivaux de Ouattara. Prison, tombeau, exil. Une 3e fois. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Big Togo que vous voyez là, 3 directions pour lui dans les prochains jours. Je dis bien les prochains jours, je n'ai pas dit les prochains mois. Prochains jours. Prison, exil, tombeau. Actuellement, Big Togo a la possibilité de choisir l'exil. Il a encore la possibilité de choisir l'exil. Je pense que s'il cherche à fuir la Côte d'Ivoire, Ouattara ne va pas l'empêcher. Parce que Ouattara ne lui reconnaît pas la capacité de nuire une fois qu'il sera évadé de la Côte d'Ivoire. Mais Big Togo a un problème, il va où? Il sort de Côte d'Ivoire pour aller où? Il a escroqué partout à l'étranger. Quand tu sors de ton pays pour te cacher à l'étranger, il faut t'assurer que tu n'as pas de casseroles qui traînent à l'étranger. Je suis sûr que Big Togo va être poursuivi dans tout pays étranger où il atterrit. Parce que il y a des pays étrangers qu'il a escroqués. Donc l'homme est dans la situation d'une femme célèbre de la comédie et du théâtre camerounais des années 80 qu'on appelait Mademoiselle Maniaka. Mademoiselle Maniaka, et Maniaka dans la langue douala signifie les miracles. Mademoiselle Maniaka, c'est une femme qui était enceinte. Mais on a diagnostiqué que si elle accouche, elle meurt. Si elle avorte, elle meurt. Même si elle n'accouche pas, elle va mourir aussi. Elle était bloquée avec une grossesse. On ne savait pas quoi faire. Elle accouche, elle meurt. Elle avorte, elle meurt. Si on la laisse aussi, elle meurt. Hein? Mademoiselle Maniaka, c'est Big Togo. Big Togo, c'est Mademoiselle Maniaka. Il va en exil, les affaires le poursuivent en exil. Il reste à Abidjan, il va en prison ou il va dans la tombe. Astaghfirullah. Il ne faut pas être Big Togo actuellement. Le type est en train de maigrir à vue d'œil. Et voilà pourquoi dans un moment incroyable, dans un moment de solitude, Big Togo s'est mis à adorer le fantôme d'Amadou Gon. Il a sorti et il a fait encadrer une photo d'Amadou Gon. Et il a placé la photo derrière un rideau. Ah, non, Adama, c'est quelque chose. Il a placé la photo d'Amadou Gon derrière un rideau. Et il dit que tous les matins, quand il se lève, il s'arrête devant la photo là. Il prie avant de continuer sa journée. Chris Yapi, qui a fait un reportage dessus, que je vous invite à regarder après cette émission. Chris Yapi fait la remarque extrêmement astucieuse que comment quelqu'un peut dire que quand il se lève le matin, la première personne qu'il voit, c'est la photo d'Amadou Gon, alors qu'il a installé la photo là derrière le rideau. En fait, la vérité est que Big Togo vient d'installer la photo là juste pour faire le reportage. Après, il va décrocher. Parce que tu ne peux pas installer une photo derrière un rideau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un montage. C'est parce que Big Togo, c'est un voyou, c'est un menteur. Vous savez, c'est un faux type. Il a demandé de faire un portrait d'Amadou Gon. Et comme il fallait faire ça à la va-vite, il ne pouvait pas trouver une autre partie de sa maison. Il a demandé d'accrocher ça à côté, là où il y a un rideau. On a accroché ça, le temps qu'il fasse 1 ou 2 minutes de prestidigitation vidéo devant la photo, et puis on décroche les bêtises, on dépose ça derrière. Parce que, en fait, moi je vous dis, Big Togo, quand le matin il voit Amadou Gon là, il est effrayé.
Quand il voit la photo d'Amadou Gon, il est effrayé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit sa propre mort. Quand il regarde Amadou Gon, il dit « on t'a eu. Comme on veut m'avoir. » Donc ça ne peut pas être la première photo qu'il voit tous les matins. C'est faux. Amadou Gon, par sa photo, est le symbole de l'impuissance des compagnons de Ouattara, éliminés par Ouattara. Donc je ne vois pas quelle énergie Big Togo peut tirer de la contemplation de la photo fantomale d'Amadou Gon. Amadou Gon n'a pas été vigilant. Ouattara l'a eu. S'il avait été vigilant, il serait resté en convalescence et il aurait refusé la candidature piégée de Ouattara. Le pauvre Amadou Gon est mort d'avoir cru en Ouattara. D'avoir été mangé cru en sorcellerie par Ouattara. Donc tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a pas été vigilant et en faire ton thème de méditation matinale. En quoi il est ton modèle? Il n'a pas été prudent. Quand il est revenu même en Côte d'Ivoire, au lieu de prier Dieu, il a prié Ouattara et sa femme. Il les a remerciés pour lui avoir sauvé la vie. Depuis quand Ouattara et sa femme peuvent sauver à un être humain la vie, si ce n'est pas la volonté de Dieu. D'abord, avant tout. Avant qu'un être humain ne sauve ta vie, il y a d'abord le maître de vie qui accepte que tu vives. Tu dois commencer par remercier. Oh, Big Togo devrait s'adresser à Dieu. Au lieu de s'adresser à la photo fantomale d'Amadou Gon Coulibaly. Voilà pourquoi je ne crois pas en son rituel. C'est un menteur. Big Togo est un menteur. Il veut attirer la pitié sur lui, mais en fait, ce qu'il attire, c'est le ridicule. C'est un menteur. Et quand il se lève le matin, ce n'est pas la photo d'Amadou Gon qu'il regarde. Si c'est ça qu'il regardait, ça allait l'effrayer. Et d'ailleurs, c'est parce que ça l'effraie qu'il a mis ça derrière un rideau. Parce que regarder Amadou Gon, ça lui rappelle que Ouattara est en train de vouloir l'envoyer au cimetière comme Amadou Gon. Vous comprenez? Donc nous disons à Big Togo de se fier plutôt au Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de toute vie, et de se repentir du mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qu'il a spoliés, dont il a volé l'argent avec les Ouattara. Le mal qu'il a fait aux Sénégalais, dont il a volé l'argent avec les Ouattara et Macky Sall. Le mal qu'il fait à la nation ivoirienne, en occupant de manière usurpée les fonctions de président de l'Assemblée nationale, avec son faux bac. Il faut qu'il se repente devant le Tout-Puissant, qu'il se repente devant le peuple de Côte d'Ivoire et qu'il change de vie. Big Togo doit faire une révolution morale et spirituelle pour sauver son âme. C'est cette recommandation que je voulais lui donner. Et en effet, qu'il sache que nous savons, nous les connaisseurs de la politique ivoirienne, nous savons qu'Adama Big Togo est en danger. Adama Big Togo est en danger. À tout moment, Adama Big Togo n'est plus. Parce que Alassane Dramane Ouattara et toute la Ouattari ont constaté qu'il a des ambitions présidentielles et cherchent à l'éliminer. Ils ont commencé à lui couper les bras. Les membres de sa famille sont au tribunal. Mais qui dit membre de la famille de Big Togo dit Big Togo. Parce qu'ils sont au tribunal pourquoi? Pour la gestion des entreprises dont Big Togo est propriétaire. Son immunité parlementaire va sauter bientôt. De toute façon, Ouattara n'a même pas besoin d'immunité parlementaire. Il ne respecte pas l'immunité des parlementaires. Il a mis Alain Lobognon, cette tête de pioche, qui aujourd'hui est devenue encore servile sous lui. Il l'a mis en prison alors qu'il était député et qu'il avait encore l'immunité parlementaire. Oui ou non? Vous n'avez pas vu Ouattara jeter un député malgré son immunité en prison? Bon, Big Togo n'est qu'un député. Il est certes le président de l'Assemblée nationale, mais il est député. Et Alassane Ouattara étant le contrôleur de cette chambre d'enregistrement qu'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, à tout moment, ils vont se réunir, déchoir même Big Togo de son immunité. Alassane Ouattara va placer un vice-président RHDP à la tête, comme il a la majorité absolue à l'Assemblée. Big Togo va en prison. Alassane Ouattara, s'il est gentil envers Big Togo, il va juste l'envoyer en prison. Mais comme il y a la fiole qui est à côté, que nous connaissons les méthodes de la fiole, Big Togo devrait commencer à réfléchir sérieusement à une véritable entrée en repentance et en résistance. C'est sa seule chance. Parce qu'il a affaire à un pouvoir dirigé par qui? Monsieur le Président Babou, j'aime ce que vous dites. Un menteur. Voilà un menteur. Un menteur. Quand ton patron est un grand menteur, tu es en danger permanent, Big Togo. Ta tête est mise à prix. Alors, souviens-toi de ton acharnement contre le président Guillaume Soro. Si tu n'es pas d'accord avec le RHDP, tu libères le tabouret. Voilà le tabouret là. Je te fais remarquer que le tabouret là, il est dangereux. Tous ceux qui se sont assis dessus, après Guillaume Soro, ils sont où? Tous ceux qui se sont assis sur le tabouret de l'Assemblée nationale, après Guillaume Soro, ils sont où?
Une troisième fois. Tous ceux qui se sont assis sur le tabouret de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, après Guillaume Soro, ils sont où? Toi, tu as posé ton botcho. Tu penses que parce que tu as un derrière charnu, tes boulettes ne vont pas échapper. Elles vont échapper. Ouattara est sur toi. Et avec Alassane Ouattara, faites-lui confiance. Alassane Ouattara est un méchant discipliné. C'est un homme doué d'une méchanceté disciplinée. Ça, c'est une qualité d'Alassane Ouattara. Il est mauvais, mais méthodiquement. Nous qui le combattons, nous le savons. Quand je marche là, je ne dis pas qu'Ouattara est un idiot. Hein. Je dis c'est un homme à l'intelligence maléfique. Donc quand tu le combats, tu dois avoir une intelligence bénéfique. Et tu dois être discipliné dans ton intelligence bénéfique face à un type pareil. Ouattara est mauvais, mais sa mauvaiseté est une mauvaiseté méthodique, rigoureuse, analytique et synthétique. Alassane Ouattara est d'une méchanceté dialectique, transcendantale, une méchanceté pure. Quand il se lève le matin, il fait des plans de mort contre le peuple ivoirien. Et il s'y tient. Il fait des plans de mort contre tous ses rivaux. Et il s'y tient. Alassane Ouattara est un serviteur discipliné du mal. Il est normalement méchant, méthodiquement méchant, rigoureusement méchant, méticuleusement méchant. Il est méchant avec une minutie, minutieusement. Et celui qui l'ignore ne doit pas se mettre sur le chemin de Ouattara pour lui dire non. Pour dire non à Ouattara, il faut être aussi discipliné dans le combat pour le bien. Il faut être discipliné dans le combat pour la vérité, la justice, la solidarité ivoirienne et africaine. Pour te dresser devant Ouattara. Parce que l'homme est profondément mauvais. L'homme est mauvais. Pourquoi? Parce que il est héritier du père du quoi? Il est héritier de quoi? De la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. C'est un descendant du père du mensonge. Et le père du mensonge, dans toute la théologie monothéiste, c'est Satan. Shaitan. C'est ça. C'est un serviteur de Seth. C'est un serviteur de Seth. Donc, quand vous vous dressez devant lui, soyez discipliné. Big Togo, c'est ton indiscipline qui va te perdre. C'est parce que toi, tu veux être plus menteur que le plus grand des menteurs. Ah, lui, il va te manger.